Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. La manifestation contre le report de la présidentielle au Sénégal. 2 victimes sont à déplorer. L'opposition avait appelé les Sénégalais à se mobiliser ce vendredi, notamment à Dakar. Des rassemblements qui ont été dispersés par les forces de l'ordre. L'inquiétude d'une fracture régionale après le départ du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO. Un départ jugé malheureux par le président béninois Patrice Talon ce 8 février. Le chef de l'État s'exprimait parallèlement à une réunion d'urgence de la CEDEAO tenue ce jeudi. Et puis la lutte contre le chômage des jeunes en Afrique du Sud. Les autorités avaient lancé en 2020 un programme présidentiel de relance de l'emploi. Quel bilan à ce jour? Élément de réponse à suivre dans ce journal. Les tensions restent vives au Sénégal depuis l'annonce du report de la présidentielle. Ce 9 février, des heurts ont éclaté entre forces de l'ordre et manifestants dans plusieurs villes du pays. 2 étudiants sont décédés. Alors que le président Macky Sall cherche l'apaisement, l'opposition et la société civile ne décolèrent pas. Une nouvelle mobilisation est prévue le 13 février à l'appel du collectif Art sous nos élections. Samantha Saberou Sabopang. Au Sénégal, le report de la présidentielle au 15 décembre 2024 continue de susciter de vives contestations. Ce vendredi 9 février 2024, des heurts ont éclaté à Dakar, Thiès, Mbour, Louga et Saint-Louis entre l'opposition et des organisations de la société civile qui manifestaient contre le report de l'élection présidentielle du 25 février et la prorogation du mandat du président Macky Sall. Les rassemblements dans plusieurs autres villes du pays ont été signalés. Une douzaine de candidats opposés au changement de calendrier sur les 20 retenus par le Conseil constitutionnel ont exprimé leur souhait d'une convergence avec la société civile. Et cette situation, on aurait pu véritablement l'éviter. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est d'appeler à la responsabilité, à la retenue, à la mesure des autorités étatiques, des forces de sécurité et de défense, mais également et surtout d'appeler à la responsabilité du Conseil constitutionnel. Il convient de rappeler que c'est exclusivement au Conseil constitutionnel de décider de l'opportunité du report de l'élection présidentielle. Et que plus que jamais, il est invité à restaurer l'autorité qui est attachée naturellement à ces décisions pour sauver la démocratie sénégalaise, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit véritablement. L'actuel Premier ministre Amadou Ba, choisi par le président Macky Sall pour défendre la candidature de l'Alliance pour la République et la coalition Benno Bokk Yakaar à la présidentielle de 2024, s'est prononcé en faveur d'un processus électoral apaisé dans un entretien accordé à un magazine panafricain. Je suis partisan de tout ce qui concourt à la transparence du processus électoral et à la paix. En tant que candidat, je tire un intérêt évident à l'intégrité des mécanismes qui encadrent le scrutin. Il en va de la crédibilité de mon élection à la tête du pays. Le plus important à présent que la décision est actée, c'est de travailler à ramener un climat de paix et de sérénité propice à la discussion. Nous sommes dans un modèle démocratique qui peut rencontrer des difficultés, certes, mais en fin de compte, nous finissons toujours par rebondir. Pour apaiser cette crise politique, l'Église catholique, les bureaux des imams et des oulémas ont prévu de faire un communiqué conjoint pour inviter les Sénégalais à une campagne civilisée dans la prière et le respect. Le président Macky Sall a décrété samedi 3 février 2024 le report de la présidentielle 3 semaines avant la tenue du scrutin, après des soupçons de corruption au sein du Conseil constitutionnel pour écarter certaines candidatures. L'Assemblée nationale a approuvé le 5 février un ajournement de l'élection présidentielle au 15 décembre 2024. Prioriser le dialogue et la réconciliation, c'est l'appel lancé par la CEDEAO au pays de l'Alliance du Sahel lors d'une session ministérielle tenue ce 8 février au Nigeria. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont, rappelons-le, claqué la porte de l'organisation. Ces États estiment qu'elle est devenue, je cite, une menace pour ses États membres et ses populations. Un départ qualifié de malheureux par le président béninois Patrice Talon qui s'exprimait ce jeudi sur le sujet. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. Le bras de fer entre l'Alliance des États du Sahel, AES, composée du Niger, du Mali et du Burkina Faso, et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, préoccupe les dirigeants de la sous-région.
Jeudi 8 février, interrogé sur l'annonce de la sortie des pays de l'AES de la CEDEAO lors d'une conférence de presse à Cotonou, le président béninois Patrice Talon a estimé qu'il s'agit plutôt d'une situation entre les dirigeants et non entre les populations. Patrice Talon a confié avoir téléphoné personnellement l'un des 3 dirigeants qu'il n'a pas nommé pour lui signifier « Nos peuples ne nous ont pas élus pour les diviser ». Le chef de l'État béninois reconnaît des frictions et divergences entre les dirigeants politiques, mais pas les peuples. La CEDEAO des peuples n'est pas en difficulté. Il n'y a aucun problème dans la CEDEAO des peuples. C'est au niveau de la conférence des chefs d'État, au niveau de la commission, de la CEDEAO aussi bien de l'UMOA, qu'il y a un problème. Parce que ceux-là sont en charge de veiller au respect des règles par notamment les autorités de ces pays-là. Pour le président, l'instance de la CEDEAO n'a pas mal agi en exigeant le respect du mode d'élection des dirigeants politiques en condamnant les coups d'État. Patrice Talon estime que les autorités politiques de l'AES auraient été plus raisonnables si elles avaient décidé de suspendre la participation de leurs pays respectifs aux organes de la CEDEAO. Pour lui, si les peuples ne souhaitent plus que la conférence des chefs d'État de la CEDEAO joue le rôle de condamnation des coups de force, il faudra procéder à un référendum. Nous sommes de passage. Les dirigeants sont de passage. Dans quelques années, tout ce monde est parti. D'autres seront là. Il faut préserver l'unité des peuples, le temps que des dirigeants plus éclairés, plus efficaces, viennent continuer l'œuvre qui a été accomplie à peine. A noter que le départ des pays de l'AES de la CEDEAO réduira de moitié la couverture géographique de l'organisation, soit 54,4%, et elle perdra également 75 millions de ses consommateurs potentiels, qui représentent 17% de sa population totale. Selon le chef de l'État béninois se prononçant sur le cas du Niger, les sanctions n'étaient pas destinées à durer. La normalisation démocratique n'ayant pas été obtenue pour lui, il est temps de faire face à la réalité pour que les sanctions s'arrêtent. Et si les perspectives politiques des 3 pays de l'AES font l'objet de nombreuses interrogations, qu'en est-il au niveau économique? Les prévisions données par le Fonds monétaire international sont encourageantes. Pour le Niger, par exemple, le FMI prévoit cette année un rebond de sa croissance à 12,8%, une croissance qui restera forte en 2025. Elle est estimée à 7,4%. Les précisions de cher Omar Kamara. Au terme de l'année 2023, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont enregistré une croissance économique remarquable, dépassant la moyenne affichée par l'Afrique subsaharienne. Selon le rapport du Fonds monétaire international FMI publié en janvier 2024, cette dynamique se tiendra en 2024 avec une prévision de croissance à 12,8% avant de se stabiliser à 7,4% en 2025 pour le Niger. Ces chiffres positifs viennent renforcer la résilience du pays d'Afrique de l'Ouest face aux sévères sanctions imposées par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Lorsque nous parlons de la croissance économique, c'est la production. La seule chose qui peut déterminer la performance du Niger, du Mali et du Burkina Faso, c'est la capacité au management en place à pouvoir stimuler de la production. Aujourd'hui, il se passe énormément de choses dans ces pays, en l'occurrence, cette tendance à refouler la monnaie commune et une certaine liberté que ces pays désirent avoir. Malgré les défis économiques et les pressions extérieures, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont su maintenir une trajectoire de croissance robuste, démontrant une résilience remarquable. Cette performance dépasse largement la moyenne régionale, soulignant la solidité de leurs économies respectives. C'est important d'observer ce qui va réellement se passer. Je ne peux pas garantir que les chiffres du FMI vont se produire comme le FMI le prétend ou qu'ils ne se produiront pas. Mais je dis simplement, attendons voir. Aujourd'hui, la turbulence dans la zone est tellement importante que certains facteurs exogènes peuvent être réellement impactants. Je suggère que nous regardions le dynamisme des nouveaux présidents pour voir un petit peu leur impact sur la production. Ces 3 États qui ont formé une coalition politique sous le nom de l'Alliance des États pour le Sahel, l'AES, et annoncé le 28 janvier leur retrait de la CEDEAO, se montrent également très résilients en dépit de la crise sécuritaire qui sévit dans la région. D'une estimation de 4,3% en 2023, la croissance du PIB au Burkina Faso devrait se consolider à 4,8% en 2024 et se hisser à 5,1% en 2025 selon le FMI.
Au niveau du Mali, la croissance estimée à 4% devrait se maintenir cette année avant de progresser à 5% en 2025. Dans l'actualité également, le président Joseph Boakai déclare la guerre à la corruption au Libéria. Sur demande du chef de l'État, 3 institutions seront auditées. Sur la liste figurent la Banque centrale, l'Agence de sécurité nationale et l'Agence de la protection de l'environnement. Un travail d'assainissement qui sera mené par la Commission générale d'audit du pays. L'enquête couvre la période 2018-2023, soit lorsque l'ancien président George Weah était au pouvoir. Elle a 3 mois pour rendre ses conclusions. Certains experts le considèrent comme une bombe à retardement. En Afrique du Sud, le taux de chômage est particulièrement élevé chez les jeunes. 66,5% des 15-24 ans chercheraient un emploi. Pour répondre à ce défi, les autorités avaient lancé le programme présidentiel de la relance de l'emploi. Jérôme Camara. Dans une initiative sans précédent, le gouvernement sud-africain s'est résolument attaqué au fléau du chômage des jeunes, une crise alarmante où des millions de jeunes âgés de 15 à 24 ans se retrouvent sans emploi, sans éducation et sans formation. Face à cette réalité, le gouvernement a lancé le programme présidentiel de relance de l'emploi PSE, offrant 1,7 million d'opportunités de travail pour cette tranche démographique vulnérable. C'est peut-être une esquisse de solution face à une jeunesse désemparée et désespérée, avec un chômage massif qui quand même devient une bombe sociale, que le gouvernement cessait dans cette forme de lutte, mais qui ne me paraît pas quand même très efficace. Depuis le lancement du PSE, une vague d'espoir s'est répandue dans le pays avec plus de 4,3 millions de jeunes inscrits pour saisir les opportunités. Ce programme ambitieux vise non seulement à fournir des emplois, mais aussi à offrir une voie vers un avenir meilleur pour la jeunesse sud-africaine. Les inscriptions massives témoignent de l'urgence de la situation et de l'espoir suscité pour cette initiative gouvernementale. Mais ces plateformes ont montré leurs limites. Il y a d'abord l'accessibilité au niveau des zones rurales et beaucoup de ces jeunes-là ne peuvent pas, par manque peut-être aussi d'Internet et d'information, accéder à cette plateforme. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas d'équité. Très souvent, c'est centralisé au niveau d'une capitale ou bien au niveau de grandes agglomérations, ce qui pose un problème aussi pour ces jeunes-là de pouvoir accéder à ces bureaux. Le gouvernement a souligné l'importance de l'emploi des jeunes comme un pilier essentiel pour la croissance économique et la stabilité sociale. Grâce à ce programme lancé en 2020, le 6e gouvernement sud-africain a créé plus de 1,7 million d'opportunités d'emploi et des moyens de subsistance. Plus d'1 million d'assistants scolaires ont été placés dans 23 000 écoles, offrant ainsi aux participants une expérience professionnelle précieuse tout en améliorant les résultats d'apprentissage. Plus de 5 millions, c'est le nombre de personnes touchées par l'insécurité alimentaire au Tchad. Une crise qui prend de l'ampleur en raison de divers facteurs. Le terrorisme notamment, mais aussi le changement climatique. Pour assurer la résilience des populations, le gouvernement entend relancer les productions agricoles à grande échelle. Plus de détails dans ce reportage de Mahamat Ramadan commenté par Nana Kamsou. Au Tchad, le gouvernement se mobilise pour faire face à la crise alimentaire et nutritionnelle qui touche 18 des 23 provinces de ce pays d'Afrique centrale. L'une des priorités selon les autorités est de relancer les productions agricoles à grande échelle dans les zones tropicales pour renforcer les stocks alimentaires. L'objectif étant de contribuer à baisser les prix des denrées alimentaires sur le marché. De faire en sorte que les projets qui sont en cours, les projets de production agricole, puissent être activés très rapidement. Les cultures maraîchères qui sont dans les zones possibles, nous allons faire en sorte que cela soit fait tout très rapidement. Effectivement, bien sûr, l'ONASA n'est qu'une solution ponctuelle, pas une solution durable. Sur les étals des marchés tchadiens, les prix des denrées alimentaires de première nécessité comme les céréales, le sucre, l'huile et les oignons ont augmenté de plus de 50% depuis 2021. Seulement, malgré l'exonération des droits et taxes à l'importation sur certains produits, la situation demeure préoccupante. La plupart des provinces du pays sont en urgence alimentaire et les effets de la crise se font sentir dans le domaine de la santé.
Nous allons essayer d'agir sur la production des bonnes semences. Essayons de faire en sorte que la recherche puisse avoir les moyens et produire des semences adaptées pour les différents types de sols, les différentes zones écologiques où on peut donner la possibilité à nos populations d'avoir à manger. Cette crise alimentaire qui touche le Tchad depuis 2021 est causée par la baisse des productions agricoles liées aux inondations et aux effets du changement climatique qui ont impacté sérieusement les zones rurales. Pour rappel, le gouvernement a décrété l'urgence alimentaire dans tout le pays depuis juin 2022, mais la situation s'est aggravée avec l'arrivée massive des réfugiés ces dernières années. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.